les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Archives. Alors cette émission, Le Coin des Archives, est une nouvelle émission que je suis tout à fait heureux de pouvoir vous présenter. En faisant un peu de ménage chez moi, j'ai retrouvé dans un coin quelques cartons d'archives audio, alors sur différents supports, cassettes audio, mini-disques, etc. Et en redécouvrant ces archives, j'ai fait un petit peu le tri, je les ai regardées, et je me suis aperçu qu'il y avait dedans des choses inestimables. Alors ce sont des archives qui remontent à la création des éditions Mérian, donc ça commence en 1999, et pendant toute cette période, j'ai assisté à des conférences, à des causeries, à des stages, à des formations diverses et variées de tout un tas de personnes qui ne sont malheureusement plus forcément en activité maintenant. Certains sont même décédés. Et tout ce trésor qui dort dans un coin, j'ai décidé de vous l'offrir et de vous le faire partager. Je trouvais un petit peu triste, même dommage, que certaines de ces archives, certains de ces enregistrements soient perdus pour tout le monde, car il y en a qui sont inestimables. Le fait de les partager, c'est continuer à leur donner vie. Donc je suis heureux de vous annoncer cette nouvelle rubrique, donc le coin des archives, qui paraîtra le plus régulièrement possible, certainement le jeudi, puisque le lundi sont réservés aux vidéos que je fais en direct. Là, c'est un montage audio sur lequel je mets des images pour en faire une vidéo qu'on puisse voir sur YouTube, mais en fin de compte, ça s'écoute. Donc l'image n'a pas d'importance. Alors, comme ce sont des archives, de vieilles archives, la qualité n'est pas toujours extraordinaire. Mais c'est pas grave, ça vaut quand même le coup de prendre le temps de les écouter. Et j'espère que vous avez autant de plaisir à les écouter que moi j'ai eu de plaisir à les retrouver. Bonne écoute, merci. L'amour courtois, qui est un remake de la Saint-Valentin. Donc une année je fais l'amour courtois au 1er mai, où je fais la Saint-Valentin aux alentours donc, du 14 février, parce que c'est un petit peu la même chose. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit peu de rappel. Le 1er mai, c'est quoi? Fête du travail, déjà. Mais avant. Bon, là, faut le milieu. C'était après Pâques, la période de... Comment ça s'appelle? Fête des fleurs. Non, commencer à... Le terme May Day, c'est la fête des fleurs. Premier jour de baptême. C'est, pardon. Le premier jour de Beltane. Voilà. C'est la fête de Beltane. Donc c'était une fête religieuse au départ. Et c'est une fête où le soleil rencontre la lune, ou la lune le soleil. Voilà. Où la polarité féminine rencontre la polarité masculine, ou l'inverse. Alors, il faut quand même rappeler, parce que ça va avec la Saint-Valentin. Alors, ça commence. Dans le monde païen, les festivités ne cessent jamais. Donc, je ne peux pas dire ça commence, mais... Le 14 février, les oiseaux font des petits, enfin ça couple, plus exactement, et la sève monte dans les arbres, le printemps émerge, et donc le mariage a été institué quand même pour faire une association de biens. Et on se marie avec les terres du voisin, avec le capital, enfin bon, donc les mariages d'amour n'étaient pas vraiment forcément d'usage. Et il y avait des bons mariages et des moins bons mariages. C'est comme maintenant. Hein. Et
Mais les femmes ne pouvant pas se séparer des maris, pour des raisons d'argent, de dépendance, etc., eh bien, il y avait des fêtes qui permettaient beaucoup de choses. Alors d'abord, ça permettait de rapprocher le couple éventuellement, ça permettait de le rendre fertile s'il y avait un problème de stérilité, et puis ça permettait d'égayer un petit peu l'année, parce que voir toujours le même mari, c'était pas toujours marrant pour ces dames. Donc à la Saint-Valentin, c'était une fête exclusivement réservée aux femmes mariées, on disait mal mariées, mais toutes se prétendaient mal mariées, donc, et elles tiraient au sort leur Valentin. Et ce jour-là, les maris, même s'ils n'étaient pas contents, ils ne pouvaient rien dire, ils ne pouvaient pas empêcher leur femme d'aller batifoler avec le Valentin, ou pas, elle faisait ce qu'elle voulait. Et pareil à Beltane, donc on faisait des grands feux de Beltane, et là c'était pas tiré au sort, c'était choisi, donc ces dames étaient libres de batifoler avec l'élu de leur cœur. Et ça durait en réalité pratiquement quand même tout le mois de mai. Alors l'Église a repris ça avec les reines de mai. Et c'est devenu le mois des communions, c'est devenu le mois de la Vierge, enfin ça a changé un peu de connotation. Hein. Mais on met des couronnes de fleurs, hein, on a gardé quand même le côté fleurs. Voilà. Et la superstition interdit de se marier au mois de mai. On ne se marie toujours pas au mois de mai. Parce qu'évidemment, on peut imaginer que pendant des périodes d'infidélité conjugale, un mariage fait sous ces périodes un peu limites pouvait le mettre en péril. Donc on ne se marie pas au mois de mai, encore aujourd'hui. Il y a très peu de mariages au mois de mai. En tout cas pour les gens qui sont croyants, ils ne savent pas forcément pourquoi, mais l'Église ne marie pas au mois de mai. Vous dites, mon Dieu, si je me marie, quel mariage infidèle. Donc, voilà, donc ça c'est pour la petite histoire du 1er mai. Ça a duré jusqu'à quelle époque à peu près? Ben, je dirais peut-être 12e, 13e siècle. Après, tous les grands moments païens, on va dire, le mélange des deux, des rites païens et des rites religieux, au début de la chrétienté, il n'y a pas eu de problème. C'est plutôt lorsque les chevaliers sont devenus des soldats, enfin, quand vraiment, j'en reparle plus loin à la fin, quand les mentalités ont changé, et le sens de l'honneur a bougé, le sens des valeurs, la féminité a changé de polarité, a commencé à changer de polarité, la masculinité a aussi changé sa polarité, le pouvoir en place est devenu exclusivement masculin. Alors qu'au XIIe siècle, il y avait des abbayes qui étaient tenues par des abbesses, c'était des très grandes, les plus grandes abbayes étaient tenues par des mères abbesses. Hein. Enfin, donc petit à petit, on va dire ce pouvoir féminin entre guillemets a décliné et il y a eu un inversement. Et les valeurs féminines chez les hommes, comme les valeurs masculines chez les femmes, ont changé. Les femmes, on le voit maintenant, sont de plus en plus masculines. Elles font un travail d'homme, elles se prennent quelquefois pour un homme. Enfin bon, et puis et les hommes ont perdu leur côté féminin, c'est-à-dire, je dis toujours, un homme fort, un vrai, il pleure. Donc on apprend aux petits garçons, quand ils tombent dans la cour à la récré, oh, pleure pas, t'es un homme. Bon, ben non, enfin, hein. Voilà. Donc je vais essayer de rétablir l'équilibre ce soir, mais c'est pas, c'est à nous, hein, de changer et d'élever nos enfants différemment. Alors c'est vrai que si on fait un bilan aujourd'hui, c'est pas terrible. Hein. Vous avez remarqué que il y a ce qu'on appelle la crise du couple, de plus en plus de divorces, crise de la famille, il n'y a plus de vraies femmes, et où sont les hommes? Alors nous on a de la chance parce que ce soir ils sont là. Ils sont là. Les appelons. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les hommes et les femmes ne se rencontrent-ils pas? Pourquoi ne font pas-ils tout pour échanger?
Parce que moi, j'ai des femmes qui viennent me voir, me dire, oh là là, qui sont très bien, hein, et je ne trouve pas de garçon, j'aimerais un homme comme ci, comme ça, et puis j'ai fait une annonce, et puis j'ai fait ci, ou j'ai répondu à ça, ou j'ai fait... Enfin bon, en se donnant quand même des moyens, et il ne se passe rien. Alors, j'ai des hommes qui viennent me voir en me disant, oh là là, je suis tout seul, j'aimerais bien rencontrer une femme, mais je n'en rencontre pas. Alors je dis, bon sang, il y a des demandes des deux côtés. C'est vrai. Il doit bien y avoir une erreur quelque part. Alors je sais pas si... Qui a monté une agence, on va dire. Créer des barres d'amour pour toi. Oui. Alors, messieurs, dames, est-ce que vous pouvez, enfin, essayer de m'expliquer un petit peu comment se fait-il que les hommes et les femmes, se cherchant, se désirant, s'appréciant, ne se retrouvent pas? Enfin, il y en a quand même qui trouvent, hein, mais j'ai quand même beaucoup de plaintes, donc il doit quand même y avoir un malaise. Je pense que la société moderne, la ville, le rythme, peut-être, il y a moins aussi de fêtes familiales où, comme il y avait jadis, où dans les villages, il y avait le bal, on sortait. Là, le contexte, je sais pas, ne doit pas tout à fait s'y prêter. Et puis c'est difficile pour une femme, parce que si elle sort, par exemple, dans un endroit... pour aller danser ou autre, ça peut être vu comme... ça peut avoir une connotation... en fait, c'est pas dans ces milieux-là. Autant on pouvait, au sein d'un village, en dansant, trouver un chevalier. Autant dans la ville, ce sont des gens qui hésitent parce qu'ils vont avoir une étiquette peut-être sur le dos. C'est pas évident. Je pense que ça passe justement peut-être par des centres d'intérêt comme celui où on est là ce soir, petit ou grand, mais déjà par des intérêts comme ça peut-être, et puis pour se rencontrer, ou par des voyages peut-être, par des activités culturelles, peut-être, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi une timidité, je ne sais pas. Il y a beaucoup de peur latente, à mon avis. Moi, je vois aussi avec mes clients. Les gens ont peur de vivre. Alors moi, mon problème, c'est que j'ai trop envie de vivre, j'ai fait trop. J'ai trop d'amour, j'ai trop de choses, j'ai trop de voyages. Alors bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la part des choses. Mais oui, il faut toujours rééquilibrer entre l'idéal et la réalité. Hein, c'est toujours la même chose. Et mettre nos priorités, faire la liste de priorités, préciser à un moment précis. Mais justement, au mois de mai, c'est une bonne période pour refaire des listes. Qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai? Et comment obtenir ce que je veux? Enfin, ça se fait tout seul, à mon avis, ou avec un thérapeute. Pousse. Et puis, il faut savoir qu'à un moment dans sa vie, il n'y a pas que l'argent qui compte, il n'y a pas que la progéniture, il n'y a pas que ça. Il faut faire une part pour tout le monde. Des facettes, peut-être. J'aime bien. Moi, j'ai rencontré une femme dans un centre de méditation. Donc c'est un bel endroit, c'est assez calme. Sinon, on pourrait avoir des ateliers, des créations libres, je sais pas, peinture, chant, mixte. C'est un endroit. Moi, avec mes expériences avec les femmes, j'ai trouvé, il y a un côté, je veux m'éclater au lit, et il y a un autre côté, je veux une sécurité matérielle. Et les deux côtés ne sont pas super poétiques, quoi. Donc on a un peu perdu, c'est très matérialiste, on a un peu perdu le côté qu'on voit dans l'image, la femme qui adoube le chevalier, qui le pousse à devenir le meilleur de lui-même, qui écoute. Moi je lis des poésies aux filles que je rencontre, c'est déjà ça. Je leur montre des images que j'ai faites, des trucs comme ça. Mais là j'en ai perdu une qui m'aimait bien, un mec qui avait beaucoup de biens matériels. C'est pas... Parce qu'il y a une prédominance de... On veut la sécurité matérielle, tout ça. Maintenant, qu'il y avait peut-être moins avant.
Je crois qu'il y a toujours eu quand même. Moi, je crois que les femmes cherchent un chevalier qui soit un vrai chevalier. Ne le trouvant pas, elles se prennent pour des chevaliers. Et inversement, le chevalier, il se trouve tétanisé parce qu'il n'arrive pas à être à la hauteur des espérances des dames. Et de ça, oui. Christophe. Moi, je suis surpris par de manière générale, par le rêve des gens qui rêvent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Et je finis par me demander si justement toute cette évolution qu'on a à l'heure actuelle, depuis quand même quelques décennies, qui nous permet d'aller ensemble, de se marier, de divorcer, etc., une certaine liberté sexuelle, une liberté de relation, je me demande si quelque part il n'y a pas un malaise fondamental par rapport à ce qu'on désire et à ce qu'on est prêt à accepter et à donner. Fondamentalement. Et le malaise vient du fait qu'on ne se connaît peut-être pas suffisamment pour accepter nos propres carences et les carences de l'autre, ce qui amène à toujours repartir sur le rêve et sur le fantasme. Alors, c'est pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Mais moi, c'est ça qui me frappe beaucoup. C'est que quand on n'est pas en phase, effectivement, si on est en phase qu'avec ses propres rêves, on aura du mal à être en phase avec quelqu'un d'autre. Ça se décline sur différents niveaux, par rapport aux attentes que les femmes peuvent avoir à la fois du chevalier servant, en même temps de ses clés théoriques, parce que ça, c'est effectivement, vraiment, c'est clair et net. C'était peut-être pas il y a 30 ou 40 ans, en tout cas pas, en tout cas de manière dite, c'est aussi clair que ça, maintenant c'est clair. Une sécurité matérielle, ben oui, pourquoi pas, tant qu'à faire. Et puis, qu'on m'aime pour ce que je suis et pas pour ce que j'aime. Et puis, qui suis-je? Et puis, il y a toujours un truc qui va pas. Et puis, du côté des mecs, c'est un peu la même chose, quoi. C'est vrai, on trouve ça aussi, oui. Le rêve. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il y a le rêve, oui, puis, bon, je vais en reparler un petit peu, mais il y a aussi le bon. C'est normal de rêver, de se donner les moyens d'aller vers ses rêves, mais il y a aussi le respecter son propre désir et pas toujours vouloir ce qu'on n'a pas. Oui. Il y a les deux dimensions quand même. Ouais. Il y a ça, et puis, effectivement, le fait de finalement peut-être pas se connaître suffisamment de manière à pouvoir s'accepter tel qu'on est, accepter ses propres carences, et accepter aussi les carences de l'autre, parce que l'autre, il ne peut pas forcément répondre. Être idéal, machin, truc, le chevalier servant, la belle au bois dormant, et tout ça. Il y a Guy Corneau qui a écrit un livre qui s'appelle Y a-t-il un amour heureux? Oui, c'est pas mal. Je pense que lui l'a dit, quelqu'un d'autre l'a dit aussi. Un couple qui marche bien, c'est dis-moi ton rêve, se dire vos rêves mutuellement et vous aider à les réaliser mutuellement. Au lieu de dire toi, je t'as servi à mon rêve ou vice versa. Donc essayer de sortir le meilleur de l'autre mutuellement. Oui. Mais ça doit être assez vrai. Mais c'est dur. Parce que chacun tire les draps vers lui. Ouais. Et Hubert, une petite idée? C'était quoi la question? Parce que là, je sais pas. Pourquoi les hommes et les femmes ne se rencontrent-ils pas? Voilà, oui, moi je rejoins aussi cette peur de vivre, ou plutôt cette peur de souffrir, quoi. La crainte d'avoir mal avant de commencer quelque chose. C'est vrai que les séparations, on a tous vécu, et souvent on n'a pas envie d'en vivre une deuxième, une troisième, une quatrième. Il y en a beaucoup qui s'enferment, autant hommes que femmes, quoi. Et moi je connais pas mal de femmes qui sont enfermées, qui après du harcèlement, ou avoir été battues, ou avoir du harcèlement en règle générale, sous toute forme, elles s'enferment complètement, elles sortent pas, quoi. Elles deviennent agoraphobes, elles ont peur de l'extérieur, Alors c'est vrai que souvent aussi on rentre dans des relations thérapeutiques avec les personnes, on s'en rend même pas compte. Et puis le problème de dépendance et de codépendance, quoi. On ne peut pas vivre sans l'autre, sans l'autre je suis rien, à quoi rime ma vie une fois que la personne n'est plus là. Puis aussi je pense que quand on se rencontre, deux êtres se rencontrent, l'ego nous joue des tours, quoi. Les personnes ne sont pas spécialement construites. Alors il y en a une qui aspire l'autre, de toute façon au début c'est tout beau, ça va, ça fonctionne, mais
Il y en a une qui aspire l'autre de toute façon, après on rentre rapidement dans des rapports de dominant, dominé. Mais sans être, je ne parle pas de sadomasochie, je ne parle pas d'extrême, hein, mais et puis au quotidien, ça fait de l'eau de boudin, quoi, après. C'est de la bouillabaisse. C'est romantique. C'est pas romantique. Remarquez, bon, ça dépend de bonne bouillabaisse, vous savez. Non, mais c'est vrai que c'est souvent, plutôt que de vivre justement quelque chose de bien, et puis avant que ça se finisse en eau pas chouette, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas envie de souffrir après. On n'a pas envie de souffrir une deuxième fois. On s'est brûlé une fois, j'ai pas envie de me brûler une deuxième fois. Et puis plein d'autres choses, quoi. Les modèles qu'on nous donne ne sont pas vraiment d'harmonie, c'est effectivement dominant-dominé. Moi je pense à Héloïse et Abélard, c'est vraiment une situation où on me dit ah c'était beau, c'était l'amour parfait, etc. C'était quand même certainement dominé-dominant. Hein. Est-ce qu'il y avait, à Vézelay, tu as parlé de femmes qui avaient plusieurs amants. Alors, ça m'est arrivé d'être avec une femme qui me disait qu'elle avait des autres amants. Et moi, ça ne me dérange pas, du moment qu'elle est franche avec moi. Est-ce que ça, c'est pas un autre modèle du couple qu'on peut avoir, qui est différent du modèle actuel? Apparemment, ça a toujours existé. Et j'ai bien peur que ça existe toujours. Maintenant, l'Église avait restreint ce que je t'avais dit à Vézelay, c'est-à-dire à peu près pareil vers le XIIe siècle, à un amant par dame. Pas plus, parce que ça faisait des ordres après. Oui, c'était officiel. On retrouve encore ça avec, dans la fameuse légende que nous travaillons là sur Arthur, où les dames avaient un champion, voire plusieurs champions, et attention, ces messieurs guerroyaient beaucoup, donc n'étaient pas toujours là. Donc, la reine en avait. Voilà. Et c'était normal, voilà, c'était habituel. Après, l'Église a dit non, quand même, c'est pas possible, parce que, évidemment, pareil, au niveau de l'héritage, enfin, bon, ça posait des tas de problèmes, et donc, elles n'ont eu droit qu'à un amant, et puis après, plus du tout, et ça a été même totalement interdit, sauf que j'ai lu un livre il y a encore très peu de temps sur la condition féminine au siècle dernier, enfin dans les temps passés, mais disons les 2 derniers siècles. Alors l'Église excommuniait les femmes adultères, mais pas les hommes. Les hommes ne sont pas adultères, parce que seulement de femmes. Les hommes ne sont pas adultères, ils sont seulement de femmes. Oui. Ouais. Alors un homme avait le droit de répudier sa femme parce qu'elle était méchante, parce qu'elle n'était pas, enfin elle lui convenait pas. Mais par contre, si une femme partait, elle était excommuniée. Voilà. Donc il y a quand même eu un gros décalage. Mais maintenant, comme maintenant, il y a une grande révolution, c'est que la femme, comment dire, peut sexuellement, je dirais, s'épanouir ou pas s'épanouir, mais enfin vivre ce qu'elle a envie de vivre sans qu'il y ait des conséquences, puisqu'il y a la pilule, qu'il y a tous les moyens contraceptifs, qui est là, c'est une révolution complète. Quoi. Je veux dire, ça c'est peut-être aussi ce qui bouleverse la donne. Alors c'est vrai que ça a changé, les mentalités changent aussi. Ça ne nous explique pas pourquoi les hommes et les femmes ne se rencontrent pas. Oui. Non, c'est vrai. Au contraire, ça devrait être plus simple. Et ça l'a été, au moment de la révolution sexuelle, ça l'a été plus simple. Mais peut-être que les couples se font et se défont justement dans une totale liberté qu'il n'y a plus. Jadis, il fallait être fiancé pendant 1 an au moins. Il fallait rentrer dans un cadre très strict et après c'était fini, quoi, je vais dire. Alors que là maintenant, bon, est-ce que les femmes qui sont seules n'ont pas de relation avec les messieurs ou pas, et vice versa, les messieurs, je pense qu'ils doivent quand même vivre une vie, mais peut-être de couple passagère. Je sais pas. Même dans les couples existants, bon, beaucoup divorcent, beaucoup se séparent, enfin, c'est pas simple, et c'est vrai que c'est à réinventer totalement. Je pense que même pour nous, ce qu'on a vécu, ou ce qu'ont vécu nos parents, et ce que vivront nos enfants, c'est à réinventer et réadapter totalement.
Alors on peut dire qu'il y a la crise du mariage et on a cru que c'était la structure du mariage qui était en cause. Alors là, moi je ne pense pas, enfin même si on n'est pas forcément pour, mais on peut aussi se poser la question, est-ce que ce ne sont pas les êtres eux-mêmes, c'est-à-dire c'est nous qui avons changé, et est-ce que ce ne sont pas les individus donc du couple qui sont à remettre en cause? Alors c'est toujours l'histoire, est-ce qu'on se change soi-même pour changer le monde, ou est-ce qu'on attend que l'extérieur change? Alors hein, nous on sait tous que c'est par nous que l'extérieur change. Hein. Alors le sens de la rencontre, la vie engagée avec l'autre. Alors c'est ce que tu disais aussi Christophe, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'échecs et de déceptions. C'est qu'on demande toujours à l'autre ce qui nous manque à soi. Donc on attend toujours de l'autre qu'il vienne répondre à nos besoins matériels, à nos besoins d'insécurité, à nos besoins d'amour. Et ça c'est pareil, on n'est pas mature, donc ça ne marche pas. Parce qu'évidemment, être amoureux c'est quoi? C'est rencontrer sa névrose, c'est deux névroses qui se rencontrent. Donc si on est dans l'insécurité, bien on va tomber sur une personne qui sera encore plus dans l'insécurité. Enfin, probablement. Et puis il y a aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, être ouvert à l'autre, hein, ou à se conduire par rapport au monde et à l'univers d'une façon honnête et ouverte et généreuse. Alors tout ça, ça ne s'apprend pas bien sûr, mais c'est vrai qu'à la campagne, on connaît les gens. Donc quand on va à une soirée, à un bal, à tout ce qui peut exister, eh bien on peut s'ouvrir plus facilement parce qu'on sait que c'est le fils du charpentier, que c'est le petit-fils ou la petite-fille d'un tel. On ne la connaît pas, mais c'est plus facile. Hein, c'est un petit peu plus facile de s'ouvrir que dans une grande ville comme Paris où tout est... on ne sait pas du tout qui on a en face de soi. Donc il y a peut-être aussi un travail déjà de se mettre au monde soi, de maturation pour pouvoir un petit peu mieux s'ouvrir à l'autre, faire confiance. L'autre est censé rassurer, apporter une certaine stabilité, réconforter. Alors que l'autre, pour que la relation soit vivante, doit venir nous déranger, nous perturber notre petite tranquillité. Surtout, ne pas être une force d'inertie, hein, mais d'évolution et de marche en avant. Alors, ils se sont rencontrés, alors là, tout a commencé, et il faut avoir beaucoup d'imagination et de vigilance pour ne pas se laisser aller. Nous, dans notre conception du couple, c'est un petit peu comme ça, on rencontre un garçon, une fille, etc., on sort ensemble, on se marie, et là, ça y est, on le tient, on la tient, c'est bon, on peut sortir les charentaises, les bigoudis. Le nombre de jeunes couples de 18 ans, de jeunes couples de 18 ans qui vivent en autarcie. C'est absolument incroyable. Je vois autour de mes enfants, tous les jeunes qu'on voit tout autour de nous, mais alors ils sont vraiment tous les deux. Et ils mènent des vies de petits vieux que mon mari et moi, on n'aurait pas envie de mener. Alors dans les mariages, je reviens des fois aux Indes par exemple, où les mariages sont arrangés. Donc au moment où le couple se rencontre, bon maintenant ils se rencontrent un peu avant, mais enfin admettons qu'on garde la tradition, ils se rencontrent le jour du mariage, et bien ils mettent tout en œuvre pour faire naître l'amour, pour que ça cohabite, enfin pour que tout aille le mieux possible. Et nous, on se donne beaucoup de mal avant, et une fois qu'on passe devant monsieur le maire, c'est bon, on va coucouner tranquille, on se tient chaud, on ne sort plus, restons tranquilles. Voilà. Mais en réalité, donc, le couple, c'est un départ. C'est le début d'un chemin. C'est tout un pèlerinage aussi. Voilà. Il faut éviter le côté rassurant et maternant. C'est confortable, on se tient chaud. C'est le couple qui se replie sur lui au lieu de s'ouvrir. Donc, tôt ou tard, ça finit par l'étouffement. C'est ce qu'on disait aussi. Alors, il faut savoir que c'est quand même le début d'un voyage et qui peut être périlleux. Parce qu'on ne sait pas où on va. Qui doit être périlleux.
pour apprendre. Hein, c'est un départ vers une nouvelle évolution. Et ce n'est pas on est arrivé, on ferme la bulle, tout va bien. Voilà, une relation doit être vivante. Alors je me demande si l'être humain n'aurait pas peur de se donner, d'aimer, de s'ouvrir, de risquer. Et je crois que ça tient un petit peu de tout ça, une relation. Il faut risquer. Alors c'est pour ça que quand on est à risque, c'est plus facile. Voilà. Hein? Alors on n'est jamais indemne dans une relation. Si l'autre ne nous marque pas, ne nous ouvre pas, et s'il n'y a pas cette ouverture réciproque, ce dérangement réciproque, il n'y a pas de relation. Tu vas, Christophe? De temps en temps, il faut une balle dans chaque camp. Enfin, pas toujours dans le même. Qu'est-ce que tu veux dire par dérangement réciproque? C'est-à-dire que l'autre va te faire réfléchir, va te faire évoluer. Et puis toi, pareil, tu vas être pertinent sur... ça permet de grandir. Alors ensemble, pas forcément en même temps, il peut y avoir un décalage. Il y a souvent d'ailleurs un décalage. C'est-à-dire que le temps, il y en a un qui a compris quelque chose, alors il le fait partager à l'autre. Mais il y a un petit temps de décalage. Puis après, c'est l'inverse. C'est l'autre qui découvre autre chose et c'est les rêves en commun. Par exemple, une personne peut dire à l'autre, tu as toujours voulu étudier X, vas-y. Voilà l'opportunité. Alors, que se passe-t-il? Il y a d'un côté des hommes et des femmes qui rêvent de grandes aventures, de passion, de folie, de choses inaccessibles. Et que se passe-t-il dans le quotidien? C'est tout de même plus rassurant de vivre le réconfort et le petit confort doudouille chez soi. Mais voilà. Surtout que cette grande passion risquée et tout, on peut la vivre par procuration à la télé, c'est vachement pratique. Oui, j'en ai justement. Je me suis occupée de services sociaux en ville nouvelle où il y a vraiment justement pas beaucoup de distractions. Et beaucoup de femmes restaient justement pour la télé, le canapé, etc. Ou celles qui voulaient divorcer, elles se débrouillaient pour arriver à divorcer en gardant le pavillon. Vraiment. Et la télé. Et la télé, de France. Voilà. Donc des fois, on se contente de ce qu'on a. Et ça, excusez-moi messieurs, mais c'est souvent les messieurs qui, si ça va pas, des fois, ils ont facilement tendance à, bon, ça va s'arranger, ou tant pis, hein, on va compenser par le travail. Ou que les femmes, quand elles restent et que ça ne va plus, c'est souvent pour avoir bonne conscience. Donc elles essayent de tout faire pour que ça puisse marcher, pour sauver des meubles, on va dire. Bon, ça c'est pas 100%, mais c'est vrai qu'on retrouve ça aussi. C'est-à-dire que les hommes fuient le dialogue. Que souvent les hommes fuient dans le couple, dans les couples. C'est à la femme de l'aider à parler. Il y a probablement aussi moins facilement chez les hommes de capacité de remise en question que chez les femmes. En général, je pense. J'ai l'impression que l'image que nous, les hommes, on a de nous-mêmes est beaucoup plus figée, beaucoup plus forte dans ce qu'elle devrait être, dans ce qu'on doit être, que l'image que vous avez de vous-même et de votre capacité à vous adapter à de nouvelles situations, à des circonstances différentes, à des crises, à des choses comme ça. Et j'ai l'impression que autant nous, on est le socle, machin, c'est intangible, c'est comme ça. Autant vous avez beaucoup plus l'habitude, probablement, même naturellement, en fait, de trouver des solutions, ondoyer, onduler. Et la capacité à se remettre en question, elle est certainement plus forte chez les femmes que chez les hommes. Naturellement. Souvent, je pense que la femme attend de l'homme qu'elle sache ses désirs sans qu'elle les exprime verbalement. Ça, c'est pas toujours évident. Oui. Oui. La femme est très mentale, c'est très... Elle est toujours, c'est vrai, en train de mentaliser plein de choses, alors que l'homme, c'est sûr, il est plus... Concret. Oui. Voilà, donc rêvons. Hein? Osons vivre nos rêves.
si on les rêve si fort. Et soyons à la hauteur de nos rêves. C'est là où commence le parcours du héros. On a des rêves démesurés et on vit comme ça. Donc, il faut voir la part du rêve et se donner les moyens de réaliser nos rêves. Il faut toujours se rappeler que l'on reçoit dans la mesure où l'on donne. Alors, même si on est à la hauteur de ses rêves, est-ce qu'on est prêt à les vivre? D'aller vers l'autre, de s'ouvrir. Est-ce qu'on n'a pas peur de risquer? Alors, aimer l'autre, ça veut dire quoi? C'est simple cette question. Oui, hein? Vous savez, En un mot. Vous savez, l'Indien, aimer quelqu'un, c'est faire danser. Par exemple, je t'aime, je danse dans ton cœur. C'est une histoire de danse et d'harmonie. Pour moi, c'est ça qui est très important. C'est une danse. Enfin, c'est déjà un fort sentiment d'attirance vers l'autre. Moi, je ne concevrais pas qu'il n'y ait pas quelque chose comme ça, quoi. Je veux dire, l'amour, enfin, tout dépend. Il y a des gens qui sont plus passionnés que d'autres, mais c'est quelque chose qui doit déjà être comme ça. Et puis après, c'est sûr, c'est apprécié, et puis ça fait un tout qui vibre bien ou qui vibre pas bien, quoi. Voilà. Qui vibre fort. Qui vibre fort. Moi, je dis c'est l'estimer assez pour le rendre libre. Ouais, C'est une notion de liberté qui est très importante. Est-ce qu'on peut dire aimer quelqu'un, ce serait comme voir une fleur au printemps, petite, repliée sur elle-même, et de voir qu'elle bourgeonne son plein potentiel. Qu'elle grandisse au maximum, oui. Alors, lorsqu'on parle d'attachement, ça peut faire frémir. Aimer l'autre, c'est comme on le croit culturellement, le posséder. C'est mon homme, c'est ma femme. Alors, sur les enfants, il y a Cathy Gibran qui a écrit un très joli poème qui dit « Mais les enfants, nos enfants ne sont pas nos enfants. » Donc là, on pourrait le réadapter. Soyez comme les colonnes du temple, vibrer en harmonie mais à distance toujours. Oui. D'ailleurs, dans le truc sur le mariage. Oui, et dans les mudras, la distance bien mesurée dans la relation, puisque c'est le méridien du cœur, est importante. Oui. Mais c'est difficile parce qu'il y a dans notre culture aussi cette idée d'emprisonnement, d'enfermement, de cellules, on dit bien cellules familiales, c'est grave, cellules. C'est bien une notion d'enfermement. Donc il y a tout ça qui fait que... et puis voilà, la boîte. Et puis oui. voilà, la réputation, etc. quoi. Alors aimer l'autre, c'est aussi lui révéler son vrai visage, lui révéler ses vraies dimensions. C'est laisser en effet la fleur, comme tu dis, s'épanouir. Non pas je me contente de ce que tu es, t'es bien comme ça, non, plus, toujours plus. Deviens ce que tu es, révèle ta vraie dimension, tu es infiniment plus que ce que tu crois. Aimer l'autre, c'est aussi se transformer et c'est une perpétuelle transformation. L'amour n'est pas quelque chose d'acquis. Il passe par nous et on ne le possède jamais. Dans l'amour courtois, la dame, si elle prend les avances du chevalier pour elle, il se vexe. C'est-à-dire que nous ne sommes que les vecteurs, ça passe par nous. Mais nous ne sommes pas l'amour. Nous ne sommes que des instruments de l'amour. L'amour est initiateur. Le véritable amour est initiateur. Il commence, il ouvre un chemin vers l'autre, vers les autres et vers le monde. C'est une ouverture à l'autre monde, au cosmos et au divin.
Hein, on touche le ciel quand même avec l'amour. Cet amour-là est donc lâcher prise. Hein? Il n'est pas je possède, il n'est pas une prison, donc une cellule, comme tu disais, oui. Mais il doit être profondément libérateur. Alors, dans libérateur, il ne faut pas mélanger, petit détail, la femme libérée et la femme libre. Enfin, on va peut-être y revenir. Alors, on va parler un petit peu des difficultés des femmes et des difficultés des hommes. Peut-être ça va aider à savoir pourquoi ils ne se rencontrent pas. Alors, les difficultés avec les femmes, bon, c'est que je les vois seules. Et pourtant, elles souhaitent partager beaucoup de choses avec un homme, c'est-à-dire partager l'essentiel. Elles ne se contentent pas d'une relation comme ça, sentimentale ou de passage. Hein. Souvent, la barre d'exigence est assez élevée. Mais partager vraiment un long voyage, donc hein, c'est ce que j'ai, c'est une traversée, c'est tout un travail alchimique, initiatique, et s'accorder sur des critères profonds et non pas on se plaît, les femmes ont une exigence, elles veulent savoir ce qui leur plaît profondément, le fond, l'âme. Alors, il y a quand même, sur 4 divorces, 3 sont demandés par les femmes, et lorsqu'un homme divorce, c'est parce qu'il a quelqu'un. 3 sur 4, c'est les femmes. C'était 90-95% des divorces demandés par les femmes. Ou c'est ce que j'ai entendu à la radio. Peut-être, alors oui. Peut-être entendu ça, peut-être. Il me semble que j'ai entendu ça à la radio, que c'était 95% des divorces à l'heure actuelle demandés par les femmes. Alors, tu vois. Enfin, en tout cas, et donc, alors, les 5% des messieurs qui demandent, bien souvent, c'est parce qu'ils ont déjà, ils vivent depuis 12 ans avec leur maîtresse attitrée, enfin bon, je dis n'importe quoi, mais souvent ils ont quelqu'un. Et j'ai une cliente qui a passé une annonce dans le Nouvel Obs, je crois, enfin bon, peu importe. Et elle a eu plein de réponses des messieurs qui étaient en cours de divorce. Et donc elle leur a répondu que quand ils seraient divorcés, on verrait quoi. Enfin, mais déjà ils prennent les précautions. Alors que chez les femmes, non. Enfin, non, moins. Oui, c'est juste derrière toi par terre. Le même principe qu'un homme veuf reste seul très très peu de temps. En général, 3 mois. Et ils ont une nouvelle rencontre. Et quel que soit l'âge. Alors les difficultés des femmes, c'est qu'elles ont une mauvaise image qui est renvoyée par la presse féminine. Alors, elles doivent assumer tous les rôles. Donc, les femmes, elles sont montrées comme... Alors, c'est impossible de tenir tout ça dans une journée, mais enfin, comme des femmes surchargées. Alors, elles sont femmes d'affaires, bien sûr, mais elles vont chercher les enfants à l'école. Parce que 4h30, toute femme d'affaires, bien sûr, a terminé son travail. Ça va de soi. Et puis après, elle rentre chez elle, elle mijote un bon petit plat parce que, bien sûr, nous sommes toutes que des fines cordons bleus. Et c'est pas fini, le soir elle se parfume, elle se pare, elle prend un bain moussant et elle est la plus performante au lit. Parce qu'après une journée comme ça, évidemment, elle n'est pas épuisée du tout. Elle est en pleine forme. Et tout baigne. Elle a fait les conditions. Voilà, donc le soir, elle est séductrice, délicieuse pour son cher homme et tout. Donc évidemment, si les jeunes filles lisent ça, elles croient. Parce qu'il y a des tas d'interviews et on vous prouve par A plus B que c'est comme ça tous les jours. Voilà. Hein? Donc, et si les femmes affirment leur féminité, bien elles sont souvent rejetées ou ridiculisées. Ou traitées de féministes. Parce que, bon, comme il y a eu un mouvement féministe qui a quand même été très fort, qui a aussi eu sa place, mais c'est vrai que bon, maintenant on passe à des choses un petit peu plus douces. Donc ça reste. Hein. Par contre, si un homme dit cela sur les femmes, on dit que c'est bien et qu'il prend la défense des femmes. C'est-à-dire, quand une femme prend la défense des femmes, c'est une féministe, mais quand un homme prend la défense des femmes, on dit oh, c'est bien. Voilà. Et quant aux femmes un peu trop performantes, elles font peur, elles sont mangeuses d'hommes, enfin bon, c'est...
Les pauvres. Hein? Si, Si, si. Dans l'image d'Épinal, si. C'est classique, ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai, elles font peur, ces femmes qui sont autonomes, qui gèrent tout, leur vie, tout ça. Le vagin denté. Oui. Alors, on a aussi un héritage qui nous vient de loin, donc c'est que les femmes se sont dévalorisées, parce que pendant longtemps, elles n'ont aucun droit, et elles étaient la propriété de l'homme ou de l'Église. Et souvent, elles n'osent pas le dire ou n'osent pas témoigner. Et alors, ces femmes dévalorisées, elles disent, oh ben, par exemple, à table, eh bien, je vais demander à mon mari, et c'est lui qui va vous dire, ou je vais demander à mon mari. Ou... Alors, bien sûr qu'on peut demander l'un à l'autre, mais on peut chacun aussi avoir son autonomie, s'exprimer. Donc, bien souvent, c'est, ah ben, je sais pas, je vais demander à mon mari. Bon. Hein? Elle n'existe pas à part entière. Alors, il y a encore des femmes qui croient qu'elles ont tout à apprendre d'un homme. Les gourous. Alors là, ce sont les femmes qui se rendent elles-mêmes inférieures. Hein. Je crois que la femme, par son corps et par son intuition, elle sait déjà tout. Elle sait beaucoup de choses sans jamais avoir besoin d'avoir appris. Elle le sait de mémoire. Elle ne le sait pas sur le plan théorique ou scientifique, mais elle le sait de ce qui est de l'ordre de la connaissance ou de l'amour. Les choses importantes du moins, ça, elle le sait sans jamais l'avoir appris. Alors c'est pour ça que quand, par exemple, on a des bébés et que ce sont les messieurs gynécos qui nous montrent comment allaiter, excusez-moi, mais il y a une erreur quelque part. Qu'est-ce que tu penses des hommes sages-femmes? Bah, pourquoi pas? Mais c'est vrai que ce qui était bien dans les sages-femmes, c'est que les femmes pouvaient être accouchées par des femmes et que c'est quand même top d'être accouchée par une femme qui a eu des enfants. Moi, je dirais qu'il faut être femme et avoir déjà accouché soi-même pour pouvoir être sage-femme. Là, ouais. C'est bien parce que maintenant les hommes vont pouvoir accoucher les hommes, donc on pourra se rendre compte. Pratique. Parce que c'est vrai qu'on voit la différence, bon, puisqu'on est dans les sages-femmes, d'une sage-femme qui a eu des enfants et une qui n'en a pas. C'est pas du tout la même sensibilité ni le même savoir-faire. Et les femmes qui ont été accouchées par un homme, bon, gynéco, il y a des épisio, il y a des actes, ça n'a rien à voir, rien. Il y a un univers de différence entre un accouchement fait par une sage-femme, une vraie, et un acte médical qui est totalement différent. Ça évolue, mais je trouve qu'on arrive à être maintenant sur un pied d'égalité, hein, sincèrement. Parce que j'ai vécu 3 accouchements, ou 3 enfants. Le premier, c'était en hôpital, il y avait des femmes, c'était pour un bordel. Parce que, non pas parce que c'était des femmes, hein, parce que c'était en hôpital, parce qu'il y avait du stress, le premier accouchement, et ainsi de suite. C'était médicalisé, oui. C'était médicalisé, donc c'est vrai que c'est pas du tout agréable. Puis je ne sais pas si l'accouchement, c'est l'affaire que de la femme. Bon, c'est vrai que ça dépend de l'accompagnement. Moi, je me souviens très bien, même à la maternité, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas prendre leurs enfants dans les bras, qui ne veulent pas leur donner le sein, qui y a une répulsion. Je dis pas, bon, il y a des femmes qui ont des grossesses classiques, tout se passe bien. Moi, je sais que c'est pas moi qui ai donné le sein, enfin, c'était comme si, quoi. J'ai donné le sein à ma fille, enfin, le dernier libre, quoi. Mais c'est pas. J'ai rencontré des obstétriciens très très doux. Hein, oui, très, très il y a tout, mais c'est vrai. Je ne sais pas s'ils sont plus rares que les femmes, mais c'est vrai que bon, pour 100 sages-femmes femmes, il y a un homme. Il n'y en a quand même pas beaucoup, les sages-femmes hommes. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est plus dans une sensibilité, on va dire, dans une même résonance de féminité. Oui, mais c'est parce que l'homme, c'était cette image qu'on donnait à l'homme aussi, enfin, ou la femme, c'est une affaire de femme, les enfants, c'est une affaire de femme. C'est une affaire des deux, parce que ça se complète. Mais bon, c'est vrai que le côté des femmes qui je dirais, sont en extase devant leur gourou parce qu'il est gynéco, parce que, bon, et qui n'iront par exemple pas voir une femme. Oui. Ça n'a pas d'importance qu'on aille voir un homme ou une femme, mais dire moi je vais voir un homme parce que je me sens plus en sécurité,
ça vaut ce que ça vaut, mais quelque part c'est se dévaloriser, c'est ne pas faire confiance non plus à une autre femme. Parce que là on est dans un problème de compétence, pas homme ou femme en réalité. Alors il y a aussi encore une dépendance, souvent au niveau de l'argent. Ça existe encore. Parce que les femmes n'ont pas toujours n'ont pas les mêmes salaires, enfin bon, il y a encore des décalages, elles n'ont pas toujours eu la possibilité de faire les mêmes études, même si maintenant ça change. Hein. Même en faisant les mêmes études, j'ai des jeunes amis qui sont polytechniciens tous les deux, mais n'empêche que s'il avait un poste intéressant, c'est elle qui a arrêté son boulot pour le suivre lui. Ils ont fait les mêmes études. Voilà, donc c'est pas toujours aussi simple. Hein. Donc souvent il y a une dépendance financière, intellectuelle ou spirituelle. Donc c'est aussi à nous, les femmes, de reprendre notre place et c'est aussi mettre nos hommes à leur place. Mais elles sont où les places? Oui, mais justement, Elles évoluent tout le temps. Elles évoluent tout le temps. oui. Ouais, mais excuse-moi, mais à vouloir toujours faire évoluer les places de chacun, on finit par perdre la notion de certaines choses qui sont des choses ancestrales et primordiales, qui sont la valeur du rôle de chacun par rapport à la cellule à la cellule familiale. Où la femme a un certain rôle, qui est un rôle très important. D'une manière ancestrale, la femme, c'est la vie, c'est le réceptacle de la vie, c'est la transmission de la vie, c'est tout un symbolisme et une connaissance important que nous, les hommes, avec le temps, on a essayé de retirer aux femmes. Ce qui fait que les femmes ne se sentent plus bien dans leur rôle de femme et essayent de nous piquer notre rôle d'homme, excuse-moi, mais on en arrive à tous ces travers qui sont arrivés avec le temps. On a eu les mouvements féministes et autres, qui ne sont que la conséquence de toute la souffrance et le vol du rôle de la femme. Ce qui fait que maintenant on arrive à plus savoir quel est le rôle de chacun. Et c'est un petit peu dommage. Je ne suis pas contre l'évolution, mais c'est bien de savoir pourquoi on est là et quel est le rôle de chacun. On va voir le malaise chez les hommes maintenant. Là, on a vu le malaise chez les femmes. Mais il y a quand même une chose qui me surprend, qui est quand même un petit peu... C'est intéressant chez les femmes. Comme on disait, la femme aime bien être valorisée, c'est vraiment l'histoire de la Belle au bois dormant, qui attend que son prince la réveille, l'éveille au monde, l'éveille à elle-même, et donc que le grand amour, comme tu disais, permette un partage profond, de telle sorte que la femme se découvre elle-même. Il y a quand même beaucoup de ça. Mais ça, jusqu'où? Ça, c'est un vieil archétype dont on a du mal à se débarrasser, de l'attente, de la femme qui attend sans arrêt de l'autre. Oui. Bon. Mais c'est pas bon, ça. Non, mais... C'est à changer aussi. Oui, mais justement, ça va jusqu'où de la révélation de soi-même? Parce que si c'est toujours une dépendance par rapport au regard de l'homme, par rapport à ce que l'homme va dire, par rapport, tu vois. Mais là, déjà, elles peuvent commencer par avoir une valorisation à travers elles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au lieu de se dévaloriser elles-mêmes, les femmes, en disant « je préfère aller consulter cet homme-là », un avocat homme plutôt que femme, par exemple. Bon, je prends des professions comme ça. Parce qu'un homme, c'est mieux. Il peut être mieux, mais il peut être aussi pire. Enfin, tu comprends? Donc, peut-être c'est d'abord aux femmes de se valoriser, c'est ce que je disais au départ, c'est à chacun de reprendre sa place, de se valoriser. S'il nous manque toujours quelque chose, l'attente, c'est terrible. Toutes les femmes attendent, elles attendent le prince. Mais pourquoi est-ce qu'elles attendent le prince? Parce que c'est un archétype qui existe depuis des lustres et ça se véhicule de génération en génération. Et quand je leur dis, mais non, mais bougez-vous parce que votre prince, si vous voulez pas vous le faire griller, il faut lui mettre le grappin dessus. Enfin... Et même à la maison, toute la journée à la maison, au travail, etc., elles attendent le prince charmant, et le soir, c'est le vilain mari qui arrive. Oui, mais c'est bien dans le désir, et dans le fantasme féminin. Féminin, oui. Le fantasme, et tu vois, soit au niveau d'un archétype, soit au niveau de ce qu'on souhaite chacun d'entre nous. Oui, mais le problème, il vient bien du fait de nos aspirations qui sont
probablement en complet décalage. Il était peut-être pas il y a 2 siècles ou il y a 10 siècles, Perrault, il y a 50 ans, mais à l'heure actuelle, c'est en complet décalage par rapport à la réalité. Oui. Mais je pense que ça l'a toujours été, parce que les dames courtoises, attends, elles se bougeaient, hein. Elles attendaient parce que leur chevalier allait guerroyer, d'accord, mais enfin elles s'ennuyaient pas en attendant, elles meublaient le temps. Ça c'est assez récent cette notion. Alors que chez Perrault, c'est là à ce moment-là que la princesse s'endort en attendant son prince. Donc, comme elle s'endort, bon, elle n'a plus rien à faire. Elle attend qu'il vienne réveiller. S'il passe à côté, s'il a raté le château, ben tant pis. Mais j'ai beaucoup de femmes qui attendent, dont une amie qui m'a appelé l'autre fois en catastrophe, qui me dit oh là là, qu'est-ce que je suis malheureuse, j'attends le prince charmant. Je dis n'attends pas, cours. Vas-y, mais... Enfin, l'inverse existe aussi. Hein. Le nombre de gars qui attendent que la princesse vienne frapper à leur porte, ils sont là devant leur match de télé en attendant que la princesse vienne taper à leur porte. Enfin, la vie c'est le mouvement. La vie c'est le mouvement. Voilà. Donc tout doit bouger, tout le temps. Alors chez les messieurs, alors il y a d'autres problèmes aussi de valorisation. Donc il y a ceux qui nient leur dimension féminine. Alors, ce qui peut aller donc une difficulté pour les hommes donc d'épouser leur féminin parce que c'est moins bien. Et soit il y a le féminin totalement occulté, dénié. Alors là, c'est des machos, donc en principe on n'en a pas nous ici. Parce que déjà revenir ici, c'est incompatible. Voilà, et ça. Attendez la fin de la séance. Donc il considère comme la femme comme un objet de consommation et qui n'est jamais satisfait, qui l'utilise, qui l'abat, enfin c'est vraiment l'objet. Voilà. Alors on a vu dans les années 70 chez l'homme un féminin confondu avec le ramollissement et la passivité, hein, l'abandon des responsabilités. Donc on a vu une quantité d'hommes passifs, d'hommes enfants, qui à ce moment-là étaient très contents de se faire assumer par des femmes fortes. Hein. Alors moi j'ai un couple comme ça parmi mes amis, c'est elle et lui, et comme il dit, on ne peut pas être deux à gueuler à la maison, donc elle assure tout. Et lui, il exécute. Il n'y a pas vraiment une répartition alternée des tâches. Mais bon, ça arrive et ça tient. Hein, bon. Et donc là, bien sûr, plus personne ne s'y retrouvait. Donc c'est une relation mère-enfant, mère-fils. Alors ça aussi, on revient un peu au problème des femmes, c'est que la femme étant en général très maternante, donc c'est toujours plus facile d'avoir un homme faible, qu'on materne bien, parce que comme ça, on en fait ce qu'on veut. Ça marche pas du tout comme ça dans la réalité, mais quelquefois, voilà. Et après, ces femmes viennent me dire, oui, mais tu comprends, il se bouge pas, il n'a pas de personnalité. Ben oui, mais s'il en avait une, tu l'aurais pas pris. Enfin bon, voilà. Donc quelquefois, il y a des petites erreurs comme ça. Donc là, il s'agit en effet de tout, sauf d'un partage. Hein, c'est une inversion des rôles. Maintenant, ce sont les femmes, maintenant, ce sont les hommes qui se font entretenir, comme avant, les femmes se faisaient entretenir, pourquoi pas. Donc, ceci dit, ça peut être plus modéré. Alors, un peu passé. J'aimerais ça un peu passer oui, quand même, ça. Oui. Ça va mieux. Ça, c'est un peu plus... Il y a moins d'importance de qui gagne plus. On a un peu laissé ça. Oui. Il y avait une femme qui avait écrit un bouquin là-dessus, sur justement toutes les années 68 et les années 70. Et le titre de son bouquin, c'était La débandade. Et c'était vraiment la débandade des hommes face à des femmes qui avaient envie de prendre leur autonomie, leur machin, leur truc. Et puis... c'était vraiment, comme tu dis, le ramollissement dans tous les sens du terme. Quoi. Et alors, je pense que ça doit être effectivement les années 70, parce que ça a quand même retourné, mais cette inversion des rôles, ça a dû être très net, effectivement, dans les 70. J'ai l'impression. Voilà, et alors, il y a aussi un problème avec les hommes, c'est quand les femmes sont trop autonomes. Quelquefois, ça peut décourager ou faire peur. Et c'est vrai que j'ai une petite jeune femme qui est très bien, qui a un gros poste dans une grosse boîte, etc. Et elle a un mal fou à trouver un homme parce que quand elle annonce ce qu'elle est, et les études qu'elle a faites, et
Voilà, alors qu'elle est très bien, toute simple, et certainement très spirituelle, enfin, elle a énormément d'autres qualités, mais c'est vrai que ça bloque. Hein. Et j'avais aussi... quoi? Je suis directrice des ressources humaines. Justement, je viens d'envoyer un CV. Oh. Ah, c'est toi le mec qui... C'est sûr que ça Je viens de jeter ton CV aujourd'hui. On va décortiquer ça, je pense que tu vas dire. Ouais. Alors, il y a aussi le pouvoir féminin détourné par des intellectuels, voilà, qui parlent pour les femmes et qui prennent aussi la défense des femmes. Alors, il y a beaucoup de bouquins sur donc la pédiatrie, la sexologie, l'anatomie féminine, etc., qui sont écrits par des hommes. Donc, c'est pourquoi pas, mais il y a une majorité écrite par les hommes, voilà. Donc ça fait rire. Par contre, il y en a un que j'ai oublié de vous amener, je voulais le prendre, et puis j'ai une journée un peu chargée, qui est écrit par une femme, Comment faire l'amour toute la nuit, c'est une américaine, et c'est pour les hommes. Donc décidément, personne... Combien de difficultés dont les hommes te parlent, il y en a d'autres ou pas? Pardon, les difficultés dont les hommes te parlent. Non, l'homme essentiellement, il a peur de la relation. Si tu veux, si je fais un peu un bilan, il a peur de ne pas être à la hauteur, il a peur. Et puis les femmes, elles ont des exigences telles que quelquefois peut-être en effet que les hommes peuvent avoir peur. C'est possible, hein? Mais elle peut avoir peur aussi. Les femmes ont plus peur de la maltraitance ou des choses comme ça. Mais pas de... Si son homme il est hyper diplômé, elle s'en fiche. Enfin, ça lui fera pas peur, tandis que l'inverse fera peur. Il n'y a pas que les diplômes. Ça lui fera Non, pas peur. non, mais... On ramène tout au diplômes. Des choses extérieures, oui, des conventions sociales. Ça lui fera pas peur, mais ça peut peut-être la déranger. Parce que souvent, enfin moi j'ai constaté le cas avec mes patients, souvent les femmes qui ont des maris hyper diplômés, c'est des gens très très cool qui trouvent vachement malin de rabaisser leur femme parce qu'elle est beaucoup moins diplômée qu'eux, ce qui fait qu'elles se sont bloquées et elles n'osent pas faire quelque chose à elle. Bon, c'est quand même embêtant. Mais je pense pas qu'au départ ce soit un handicap, si tu veux, c'est après. Ça peut le devenir. Je crois que c'est ça d'ailleurs, ces femmes qui étaient à la maison, qui étaient soumises, qui n'étaient pas, dont le travail qui était incessant n'était pas valorisé, je veux dire, comme le travail de l'homme qui ramenait l'argent en fait. C'est ce qui a fait aussi qu'elles ont dû... Ouais, mais ça c'est parce qu'on est sur une société qui est basée sur le rapport à l'argent. À l'argent, ben oui. Et tant qu'on n'aura pas trouvé la solution intermédiaire pour virer ça... Alors, je vous dirais un mot sur la femme libre, enfin libérée. Alors, la femme libératrice, c'est la femme initiatrice. Et la femme libérée, c'est je fais ce que je veux. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Il y en a, je fais ce que je veux, c'est uniquement dans l'ego. Sur un plan extérieur, donc exotérique, et c'est superficiel. C'est une fuite d'elle-même. Ou une revanche. La femme libératrice, c'est sur un plan plus profond, c'est je suis consciente de ce que je peux apporter, je suis consciente de ce que je peux faire naître en l'autre, donc j'écoute l'autre, et là c'est sur un plan intérieur. Et on retrouve ça dans la génération donc des dames d'amour, des dames courtoises, mais aussi dans les plus anciennes religions. C'était les femmes qui étaient initiatrices, hein. Les prêtres étaient des femmes avant. Les femmes qui mettaient au monde sur un plan spirituel. Elles accouchaient des consciences. Alors Corneille disait, il y a des nœuds secrets, il y a des sympathies
dont par le doux rapport les âmes assorties s'attachent l'une à l'autre et se laissent piquer par ces je ne sais quoi qu'on ne peut expliquer. Ça doit vous rappeler quelque chose. L'amour est une des voies de connaissance. L'amour courtois est l'amour total. Et est tout le contraire de ce qu'est l'amour aujourd'hui. Convention mondaine, intellectualisation excessive de l'amour sur le modèle de l'amitié, jugement de valeur déterminant au nom de la raison seule le caractère plus ou moins estimable de l'autre, impératifs sociaux fondés sur d'autres sentiments naturellement antagonistes de l'amour vrai. L'amour courtois ou érotique provençal est aussi complexe que le cœur humain dont il reflète parfois les contradictions. L'érotique provençal est paradoxale. Elle est tout à la fois raison et instinct, mesure et folie. L'érotique provençal voisine d'une manière inattendue avec des principes magiques empruntés aux croyances les plus anciennes. Comme par exemple la magie du vent. Vent qui souffle du pays où demeure l'ami apporte à son amant quelque chose qui émane d'elle. C'est aussi la magie des parfums. En effet, on croyait à l'origine que le vent était magiquement, donc réellement, un messager d'amour. D'autres exemples d'une croyance bien définie, le thème du pouvoir guérisseur de la dame, ou celui du cœur séparable, rite magique, poétique, l'échange des cœurs, ou le don d'un anneau en gage d'amour. Ça se fait toujours. On retrouve dans la poésie bilingue occitane ou romane « Qui me prend mon âme ?» Qui désire mon âme? Donc cela évoque le caractère ravisseur, impétueux, violent du désir masculin. Elle révèle mieux encore le vœu inconscient de l'amante d'être ravie à son propre corps dans une communion animique plus profonde que l'union charnelle. Ça nous rappelle Sainte Thérèse d'Avila. Car c'est l'âme qui ici est désirée par l'ami. Ou bien des vers comme celui-ci, « Mon cœur s'en va de moi ». En rapport étroit avec l'un des thèmes de l'érotique provençale, celui du cœur séparable, condition mythique de l'échange des cœurs. Nous nous trouvons ici en présence de la douleur de la séparation, mythe du cœur, mort par amour, que nous trouvons dans les poèmes du Xe et XIe siècle. En Occident, ce sont les hommes qui supplient les dames de se laisser adorer. Ce sont eux qui éprouvent le mal et le malheur d'aimer. Tout se passe comme si au XIIe siècle, l'amour féminin avait réussi à adoucir les instincts masculins, ou comme si les amants, vers 1150, avaient appris à entrer dans des sentiments jusqu'alors réservés aux femmes. L'amour courtois ne s'adresse qu'à des femmes mariées et de ce fait prend nécessairement un caractère respectueux et chaste. Alors chaste ne veut pas dire hors sexualité. On va le faire tout de suite dans le lexique parce qu'il y a eu quelques interprétations volontairement erronées. Chasteté, comportement maîtrisé de la sexualité. Pareil, hein? Oui. Pas pareil. Ça change tout. Il reste de ces rites magiques aujourd'hui, la Saint-Valentin, où ce sont des oiseaux qui symbolisent le renouvellement des forces de l'amour. Et au Moyen-Âge, on croyait que les oiseaux s'appareillaient à la Saint-Valentin, le 14 février. Et cette croyance se retrouve dans toutes les mythologies. Le chant des oiseaux est un hymne à l'amour, car il est chargé d'une signification érotique. Le chant du rossignol a gardé longtemps une valeur amoureuse, et un peu partout, les oiseaux ont servi de messagers secrets aux amants. Circuler dans l'autre sens, voilà. Les femmes. Les femmes font partie du chemin du héros, du chevalier. Elles l'accompagnent comme guide ou tentation, fée et sorcière. Elles sont sans doute l'air du voyage, fée et sorcière, oui je l'ai dit. Et l'homme au cœur aventureux sait que la forêt, la mer, la lande, la nuit qu'il traverse offre le prodige
en même temps que l'épreuve. La merveille avec la diablerie. La femme peut apparaître comme gardienne de mémoire. C'est elle qui assemble les morceaux épars du héros, qui murmure les mots du passé, qui tisse aussi la trame ou peint le fond d'or, sur quoi le héros peut inscrire son destin particulier. Elle est en même temps l'éveilleuse, l'initiatrice. C'est elle qui tend le miroir à l'homme. C'est elle qui blesse le guerrier et répand du baume sur ses plaies, celle qui rappelle l'exigence. La dame courtoise donne au chevalier le goût de la prouesse et rend le troubadour inventif, raffiné. Caresse ou incendie, la rencontre du héros avec la femme a toujours pour sens de le pousser au bout de lui-même, de l'entraîner vers sa propre profondeur et de lui faire toucher le ciel. Tout un programme. Cette rencontre de la dame avec le chevalier ne doit-elle pas lui faire oublier, s'il se veut accompli, la réalité de l'incarnation? Sans le corps, sans la sensualité, sans l'amour, tout héros a l'allure d'un spectre ou d'un robot. L'appel de l'infini ne peut se séparer du désir amoureux. Ainsi, le chevalier doit rencontrer la femme dans son désir et dans son corps. La femme, la toute autre, l'étrangère. Alors il y a le dieu Eros qui représente cet appel puissant, ce désir universel qui aimante et fait se mouvoir les créatures, le soleil et les étoiles. C'est saint Augustin qui disait ça, que l'amour faisait bouger tout l'univers. À cette énergie magnifique, le chevalier ne peut se dérober. On peut aussi dire que toute femme est fatale, car elle fait partie du destin du héros. La vie du héros chante l'incarnation, le plaisir, la vie, sinon elle ne peut nous toucher dans notre temporalité. Le héros complet n'a pas à intégrer ce féminin, mais d'abord à aimer la femme, la tout autre, à apprendre à aimer l'étrangère et ainsi à sauvegarder Eros et R-O-S. La virilité. La virilité, c'est quoi? C'est ne pas faillir à son destin. Ne pas esquiver les grandes rencontres, les grandes épreuves. Il n'y a pas de virilité sans vertu. Le héros sait garder la jeunesse de son désir en dépit des catastrophes. Sa soif est en ce qu'il y a de plus beau. La virilité, c'est oser risquer, d'aller jusqu'au bout, y compris pour se fracasser. Comme seule morale, le courage demande d'être fidèle à soi-même et de ne pas renier ses valeurs, de ne pas se compromettre ni se déprécier. La vertu, c'est le courage de devenir ce qu'on est de plus beau. Ça vous va pour la virilité, messieurs? Vir, ça vient quoi en grec ou je sais pas quoi? Ça vient de... Virilité, alors est-ce qu'il y a un lexique sur la virilité? C'est que cœur et courage, c'est lié. Oui, c'est la même étymologie. C'est autre chose. Non, j'ai virginité, mais j'ai pas virilité. À chercher. Si un combattant peut s'illustrer lors d'une seule bataille, il faut du temps pour devenir un homme et pour apprendre la femme, pour apprivoiser l'amour. Après l'initiation par les armes, l'initiation par la femme, connaître toutes les facettes de la femme. C'est pour le chevalier prendre conscience de toutes ses possibilités d'homme. Le courage et l'amour sont faits pour se rencontrer, même si la conjonction demeure très rare. Et unis, ils accomplissent des merveilles. Ce que les dames, les troubadours et les chevaliers ont inventé et illustré par l'amour courtois, c'est précisément l'union étroite entre amour et noble cœur, entre sentiment et vertu. L'amour suscite des prouesses et la dame exalte le courage du chevalier. Le guerrier. Dès le Moyen-Âge, les chevaliers pratiquaient la voie des armes et du cheval. Ils étudiaient l'art de la stratégie, mais également la philosophie. Leur énergie à combattre allait de pair avec une autre sensibilité profonde, celle qui leur faisait verser des larmes devant le spectacle fragile et printanier des pommiers en fleurs.
Le printemps paraît la saison favorite pour l'amour. Les arbres en fleurs, le pépiement des oisillons, la brise douce, troubadours et mystiques du Moyen-Âge pensent que c'est parce que l'on aime que l'on se tient dans le printemps. J'ai au cœur tant d'amour, de joie, de douceur, que l'hiver me semble fleur et la neige verdure. Les poèmes des troubadours et aussi des cours d'amour de Provence sont tout bruissants d'oiseaux, d'églantines délicates. Les amants se retrouvent dans le verger et la nature se mêle à leurs embrassements. L'amour est cette expérience spirituelle qui fait le regard neuf de l'être régénéré. L'amour s'avère puissante, renouvelante. Quand on aime, chaque jour est un printemps. Et on a tous les jours 20 ans. Dans l'érotique provençale, comme dans les extases mystiques, chacun se sait aimer depuis toujours et sait que cet amour ne s'éteindra jamais. Si le couple veut la durée, l'amour requiert l'éternité. Mais ce temps des pommiers en fleurs, ce temps des troubadours, n'a rien d'immobile. Il est naissance perpétuelle. La fleur que contemplent les chevaliers est éclat, éclair de beauté et d'amour. Elle est une apparition éternelle. Regarder avec émotion la fleur printanière, c'est aller au cœur des choses. C'est goûter le printemps par-delà toute saison. Qui a dit que l'amour s'usait, que le désir s'atténuait, que les amants finissaient par s'habituer? Que je lui torde le cou à celui-là. C'est l'étroitesse de notre imagination qui est en cause. C'est notre cœur chétif. L'amour, lui, est inépuisable, toujours neuf. Le défi des troubadours consiste à trouver du nouveau. Leur nom vient du terme provençal trobar, trouver. Dans l'expérience d'amour, tout commence à chaque instant. Ainsi, les enlacements de mots, les jeux amoureux se doivent également d'être neufs. À cœur aimant correspond parole nouvelle. Les gens blasés, sans courage, disent que la nature, la femme, l'amour sont des thèmes usés, trop ressassés. Or, qui vit l'amour, l'inspiration ne saurait manquer. C'est qu'à voir le nombre de poèmes d'amour, vous écrivez que vous êtes amoureux. De même que les véritables amants ont envie de réinventer l'amour, de même les poètes de l'amour se font un devoir d'en renouveler personnellement l'expression. Aimer, c'est se défaire du temps. On a toujours 20 ans. Ce n'est pas l'homme qui maîtrise le temps, ni celui-ci qui gouverne l'homme. C'est l'amour qui déchire le temps, comme l'on ferait d'une vieille robe, d'une trop chère habitude. L'espérance défie le temps, l'amour l'ignore. L'amour courtois qui vit d'attente, de rêves et de longs désirs se montre sans précipitation. Il prend son temps, puisqu'il ne connaît pas de fin. L'enchantement de l'amour ressemble au ravissement mystique. Tous deux échappent au temps et s'affirment comme un présent vivant. Je vous aime, à chaque moment je vous vois, je vous souris. Vous êtes parfaitement présent. De vous je n'ai aucun souvenir et chaque fois que je vous regarde, je tombe amoureux de vous. Étant création et non pas reproduction, l'amour ne laisse pas de traces. Aimer, c'est inventer, trouver. C'est semer le printemps partout où l'on passe. On ne moissonne pas en amour, on fait fleurir. Hein, Juliane? On ne moissonne pas en amour, on fait fleurir. Pour revenir avec ta fleur, tu vois. L'amour est irréversible. C'est un amour donné une fois pour toutes, qui jamais ne se reprend, ne s'amoindrit. Un amour à chaque fois recommencé, printanier. Je vous aime, cela veut dire mon amour durera bien après moi. Les années peuvent s'écouler, les astres pâlir et décliner. Rien ne peut atteindre l'union de deux âmes. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleurs le submerger. C'est le cantique des cantiques. En Occident, l'éducation du chevalier médiéval comprend la musique, la danse, les lettres, en même temps que l'enseignement de l'escrime, de l'épée. La voie du noble guerrier n'est pas de détruire l'autre,
de propager la violence et la mort, mais bien de se construire avec ardeur et beauté. Les poèmes qu'ils nous ont légués montrent bien que le courage viril n'empêche pas sensibilité et que le chant comme la vaillance sont des vertus solaires qui font reculer les ténèbres. L'amour de la beauté n'a jamais amolli la vaillance. À partir du moment où cela a commencé, au XVIIIe siècle, où l'on a dénié aux guerriers la culture, le goût du chant et de la poésie, on a fait de lui un homme violent, un soldat destiné à tuer. À fréquenter les mythes, on se rend compte qu'une même énergie, une même splendeur aussi circule de la prouesse à la poésie et à l'amour, dont le centre se trouve dans le cœur courage. Avec fougue et ferveur, le héros s'adonne au combat et à l'amour, aux armes et aux lettres. La musique, la femme, le compagnon d'armes exaltent son énergie. Pensez à notre ami, j'ai oublié son nom, qui allait au combat avec un Bouclier. Merci. Sur lequel était sa maîtresse nue, peinte nue. Et il disait, je la porte au combat comme elle me porte au lit. Il est excommunié. Et ils l'ont récommunié après. Enfin, ça s'est arrangé. Je cherche son nom, qui était un chaud lapin. Henri IV? Non. Il n'y a pas de bouclier. Bon, si ça me revient, je vous dirai, vous le connaissez. De même que largesse et prouesse vont de pair pour le chevalier, ainsi aux grands actes de courage correspondent de grands sentiments. Un cœur brave est nécessairement un cœur sensible. C'est le cœur qui est gage de ferveur et de sincérité dans l'action comme dans l'expression du sentiment. Dans la langue française, le mot courage est dérivé du mot cœur. À cœur vaillant, rien n'est impossible. C'était la devise de Jacques Coeur. Le courage et le cœur sont ainsi étroitement liés, et non seulement par l'étymologie. Pendant tout le Moyen-Âge, l'adjectif bon signifiait brave, hardi. Être bon, c'est d'abord être brave. C'est le courage qui donne les clés de la générosité. Les qualités de cœur, qu'on réduit aujourd'hui à de la gentillesse, de la tendresse, ont été dans toutes les sociétés traditionnelles des qualités viriles, ardeur, énergie, fermeté. Ces guerriers reliés par l'énergie du cœur, le sage et le guerrier sont les profils d'un seul visage. Les moines soldats, les templiers, ils donneront naissance à Lancelot, à Perceval, à Saint-Bernard. En cherchant la lutte et le danger, le chevalier, où le guerrier du mythe explore ses ressources personnelles et y apprend à les gouverner. Le champ de bataille extérieur sert toujours de terrain d'exercice intérieur. C'est la distance énorme qui sépare un art martial de la technique de la guerre. Le soldat tueur, le fanatique politique ou religieux qui sème la mort et le carnage sont des instruments. Ils sont dépourvus de toute maîtrise personnelle et ne voient le mal qu'à l'extérieur, jamais en eux. Le chevalier, même au combat, mène un combat qui le révèle à lui-même et qui le grandit. L'amour est poétique et héroïque, combatif et énergique, créateur et noble, fier et courtois. Il requiert des âmes sauvages, des hommes de déraison, passionnés et rêveurs. Il cherche la beauté autant que la sagesse. L'amour invite les hommes à accomplir des actes excellents et dignes d'éloge. Il les aide à produire ce que virtuellement leurs âmes ont la capacité de réaliser. Ça, c'est Laurent de Médicis. On dit que c'est l'amour qui fait courir le monde. Il faut l'entendre. L'amour originel, force de giration cosmique, tournis des étoiles. Hein, je vous ai dit, c'est Saint-Augustin qui j'ai pas la phrase, mais qui disait quelque chose comme ça. Parce que si les gens courent après l'amour, ils ne saisiront rien. L'amour n'est pas à trouver. Il est ce vent fou qui pousse et qui vous pousse à vous aventurer. C'est Guillaume d'Aquitaine, mon héros, qui avait sa dame sur son bouclier. Jacques Coeur, c'était qui, à peu près? Jacques Coeur, c'était un grand seigneur du côté du Berry,
à l'époque, je pense peut-être du duc de Berry. Mais il y a plein de devises, il y a... Enfin, Quel siècle? je ne saurais pas te redonner. Alors Jacques Coeur à côté de la Bastille, et c'est écrit dessus, et je sais pas la Alors sinon, il y a eu des mystiques célèbres, donc Saint Bernard, Sainte Mechtilde Magdebourg, peut-être que vous avez entendu parler. Il y avait des religieuses qui étaient sans... Les béguines. Les béguines, voilà. Hein, elle devait être une béguine. Qui était sans... Eh ben, ça va bien aujourd'hui. Sans barrière, enfin bon, qui pouvait aller à l'extérieur. Tu vas cloîtrer. Voilà. Je cherche le nom. Hildegarde de Bingen aussi, elle comparait la Trinité elle-même à ce qu'elle voyait comme des trois composantes de l'union sexuelle, la force, le désir et l'action. Sainte Thérèse d'Avila, je ne vous en parle pas, vous en avez des livres entiers sur ces extases. Voilà, voilà. Et Guillaume donc d'Aquitaine fut très attaqué et critiqué, même excommunié. Mais il répondit par une série de poèmes inspirés de l'érotique provençale et arguant que l'amour n'était point péché, mais divin mystère, et que la femme inspirant l'amour était une déesse digne d'adoration. Voilà. C'est fait excommunier pour moins que ça. Voilà, voilà. Et j'ai un petit poème sur l'amour, donc si quelqu'un veut bien, j'en ai même deux, on va faire lire les messieurs. Tiens. Pour finir, tu vas lire mon écriture? C'est pas sûr. Bon chevalier masqué qui chevauche en silence, le malheur a percé mon vieux cœur de sa lance. Le sang de mon vieux cœur n'a fait qu'un jet vermeil, puis s'est évaporé sur les fleurs au soleil. L'ombre éteignit mes yeux, un cri vint à ma bouche, et mon vieux cœur est mort dans un frisson farouche. Alors le chevalier malheur s'est approché. Il a mis pied à terre et sa main m'a touché. Son doigt ganté de fer entra dans ma blessure, tandis qu'il attestait sa loi d'une voix dure. Et voici qu'au contact glacé du doigt de fer, un cœur me renaissait. Tout un cœur pur et fier, et voici que fervent d'une candeur divine, tout un cœur, jeune et bon, bâti dans ma poitrine. Donc c'est le côté qui régénère. Hein. Tu y arrives, Merlin? Ou c'est trop dur? Ouais, c'est pas facile. Quand l'amour vous fait signe, suivez-le. Bien que les chemins soient raides et ardus, et quand il vous enveloppe de ses ailes, cédez-lui, même si l'épée cachée dans ses pensées vous blesse, et quand il vous parle, croyez en lui. Même si sa vie brisée, même si sa voix brise, oh là là, même si sa voix brise vos rêves comme le vent, du nord dévastant un jardin. Je suis désolé. C'est les nouveaux Varilux. Non, mais en plus, c'est l'écriture penchée, là, comme ça, c'est mortel pour mes lunettes. Tels les germes de blé, il vous ramasse et vous serre contre lui. Ah oui, c'est mieux. Là. Oh, c'est magique. Il vous vanne pour poser du... Il vous tamie pour vous libérer de votre enveloppe. Il vous plie jusqu'à sa blancheur. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable. Puis il vous assigne à son feu sacré afin que vous deveniez pain sacré au festin sacré de Dieu. L'amour ne donne que de lui. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne saurait être possédé, car l'amour suffit à l'amour.
Lorsque vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». C'est Khalid. C'est mieux qu'à lumière. Alors, Bravo, bonne initiative. je vais finir avec ça que j'aime bien. Alors, là on voit donc l'énergie féminine en extérieur, et là on voit bien un garçon, une énergie masculine en extérieur. Donc la polarité extérieure, vous avez un homme, une femme. Alors qu'est-ce qui les caractérise? L'homme, ben, il est ruste, hein, il a sa cotte de maille, il est dur, C'était dur. Il est dur. Et elle a une petite robe en dentelle brodée qui d'un coup d'épée peut tomber, donc c'est la fragilité. Mais si on voit les choses autrement, il se trouve que dans leur position et dans l'acte, il se trouve que c'est elle qui, la daube chevalier, lui est à genoux et elle est debout. Donc lui d'extérieur est dans sa polarité masculine, mais il a épousé son féminin puisqu'il est à genoux, donc à la terre, et qu'il accepte, il est dans la tendresse et dans la douceur, et l'intérieur est tendre. Elle, l'extérieur, donne une apparence féminine, légère, elle est légèrement vêtue, par contre elle est debout, donc elle est reliée au soleil, au ciel, polarité masculine, et c'est elle qui a la force intérieure. Son geste a un côté viril. Donc on le retrouve dans le geste et dans l'épée, l'épée qui est à la fois feu et eau, qui possède les deux, hein, qui est homme et femme, qui possède les deux polarités. Donc l'homme est d'une polarité masculine à l'extérieur, mais il a son féminin intérieur. Et la femme a sa féminité extérieure, mais elle a sa force intérieure, sa masculinité intérieure. Donc tout le travail consiste à apprivoiser donc les femmes leur masculin intérieur, parce qu'évidemment quand elles vont rencontrer un garçon, elles vont dire qu'est-ce que c'est que cette bête-là, si elles n'ont pas apprivoisé le leur. Et les hommes pareil, qu'est-ce que ça peut bien être, hein? On a peur. Peut-être une des raisons de nos peurs, c'est qu'on n'a pas suffisamment apprivoisé notre féminin ou notre masculin intérieur. Voilà. Et c'est vrai que je la trouve bien belle, cette image. Voilà. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt
pour de prochaines aventures. Au revoir.